Non mais peut-être que le sexe est inné, mais la sexualité, ça s'apprend. Viens, on fait un podcast sur la sexo. C'est le sexe à l'état pur. Basium, ça te dit comme nom? Franchement, je suis fan. J'adore. Cette intimité soudaine me convient très bien. Mon approche, dégénitaliser la consultation et considérer l'individu et son corps dans sa globalité. J'ai envie d'un vrai baiser de cinéma ici, dans la voiture. La sexualité, le sexe. On en fait toute une affaire et pour cause. Cela peut prendre plus ou moins de place dans nos vies. Cela peut être un véritable vecteur de bien-être et de confiance en soi, mais aussi parfois un poids à porter. C'est pour mieux comprendre la sexualité que nous avons voulu en faire notre métier. Quand je dis nous, c'est Diane et Margot. Nous sommes sexologues et avons décidé de sortir de notre cabinet pour ouvrir des voies, poser des questions, remettre en question et penser la sexualité autrement. Margot a une approche psychanalytique de la sexologie. Et Diane, une approche systémique, plus ancrée dans le présent. Parce que nous sommes persuadés que ces deux visions sont complémentaires, nous avons voulu unir nos voix pour vous proposer Basium. Ce podcast, on l'a imaginé grâce à vous, celles et ceux que nous accompagnons au quotidien et qui se sentent trop souvent seuls. Basium, conversation croisée, regard des professionnels que nous sommes et surtout, histoire de vie. Basium, ça veut dire embrasser, c'est l'action de donner un baiser. Et puis Basium, ça évoque les bases, la simplicité, les fondamentaux. C'est vers ce chemin que l'on voudrait vous emmener avec une bienveillance et une écoute toute particulière. Car même si nous avons toutes et tous des bases différentes, in fine, nous recherchons la même chose. Aimer beaucoup et vivre passionnément. Nous vous souhaitons une excellente écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode avec les conseils pratiques. Vous ne vous intéressez pas au sexe? En toute simplicité. Et je vous promets solennellement ce soir qu'il n'y aura pas le moindre sujet tabou. Aujourd'hui, à l'occasion de ce mois spécial Octobre Rose, c'est un autre témoignage que nous avons voulu vous proposer. Car au sein de Basium, vous le savez, nous refusons les idées reçues. La mission de ce podcast est d'ouvrir une fenêtre sur la sexualité, de vous montrer l'étendue des possibles, et l'épisode d'Emma ne pouvait pas mieux tomber. Sexualité, Simone et je. Si je devais résumer mon échange avec elle en 3 mots, c'est ainsi que je le ferais. Emma est une femme de 50 ans, en couple avec Jean depuis 20 ans. Ils s'aiment, c'est beau. Une relation qui débute par une rencontre au travail, animée par le jeu de séduction alors que tous les deux sont en couple. Cette passion pour le jeu ne les quittera plus. Oui, mais, car il y a un mais, 20 années de relation ne peuvent esquiver les écarts, les sorties de route, l'arrivée des enfants et la maladie. Il me vient cette question centrale. Comment entretenir le désir après 20 ans de mariage? Là où les représentations de la vie sexuelle des plus de 45 ans sont inexistants, disons-le, les mots d'Emma viennent à contre-courant de tout ce que l'on peut penser ou entendre à ce sujet. Alors, merci Emma de nous avoir ouvert cette fenêtre sur ta vie de couple en toute humilité et en toute transparence. C'est un cadeau que tu nous fais et j'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous saurez l'apprécier autant que moi. Belle écoute. Bonjour Emma, je te remercie 1000 fois d'avoir accepté notre invitation à échanger au micro de Basium. Peux-tu nous dire rapidement qui tu es ? Oui, tout à fait. Je m'appelle Emma, je vais avoir 50 ans, j'ai 2 enfants et je suis mariée depuis 20 ans. 20 ans, quelle belle performance, si je peux m'exprimer ainsi. Justement, en préparant notre épisode, on s'est interrogées toutes les deux sur cette question qui est assez centrale et je pense que finalement tu n'es pas la seule à te poser. C'est comment continuer à entretenir le désir après 20 ans de mariage. Donc tu nous l'as dit, tu as 50 ans, donc vous êtes ensemble avec Jean depuis 30 ans. Mais avant de parler de cette question de comment l'entretenir, moi j'ai envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Dis-nous tout. Alors, nous nous sommes rencontrés sur notre lieu de travail. On était tous les deux en couple et en fait, je l'ai recruté puisqu'il est plus jeune que moi. J'étais responsable RH et c'est un jeune chargé de recrutement. On s'est rencontrés donc sur notre lieu de travail. On a été tout d'abord collègues, puis amis. On a vraiment créé une relation amicale forte. Parce que c'est quelqu'un de drôle et il m'a fait beaucoup rire et il y a une complicité très rapidement qui s'est mise en place.
Mais on était tous les deux en couple, donc il a fallu gérer cette c'est le fait voilà qu'on ait une attirance l'un pour l'autre, puisque finalement voilà de collègues à amis, l'attirance physique était relativement forte pour qu'on puisse voilà pour qu'on bascule finalement assez rapidement au bout de 6 mois à travailler ensemble vers autre chose. Petit paramètre, la présence de partenaires respectifs. Oui. Et alors avec ton ex, du coup, est-ce que vous viviez ensemble ou comment parce qu'effectivement, entre rencontrer, avoir un coup de cœur sur un ou une collègue de travail quand on vit avec la personne et quand on le vit pas, c'est un peu différent. T'étais dans quelle configuration, toi, de ton côté, Emma? Oui, complètement. J'étais en couple depuis plusieurs années avec un homme auquel j'étais même fiancée. Et on vivait ensemble depuis 6 ans à peu près. Et pour toi, c'était l'homme de ta vie? Au départ, oui, je pensais, et rapidement, non, parce qu'en fait, il était d'une jalousie maladive. Voilà, c'est une personne avec qui très rapidement les relations sexuelles, si on va sur ce sujet-là, sont devenues très problématiques. Ah ouais? Dans quel sens? Bah parce qu'en fait, moi, j'avais plus de désir pour lui et lui en avait énormément. Il m'a forcé plus d'une fois, voilà, à faire l'amour alors que j'en avais aucune envie. Donc ça devenait de plus en plus difficile. Clairement, on le dira jamais assez et je te remercie d'en avoir parlé ici. Il faut jamais, jamais se forcer pour un rapport sexuel parce que de toute façon, c'est la pire des choses à faire. Je donne très souvent l'allégorie du gâteau au chocolat. C'est-à-dire que quand on mange un gâteau au chocolat alors qu'on n'en a pas envie, au début, ça passe et puis à la fin, on en est dégoûté et ça peut atteindre aussi l'estime de soi et son désir de manière générale. Donc, tu as bien fait de quitter cette personne malveillante et qui n'était pas à l'écoute de tes désirs. Mais alors, du coup, tu rencontres Jean. Et là, le désir, est-ce qu'il est resté dans les chaussettes ou il revient? Alors, le désir revient parce que Jean est un grand joueur qui m'a beaucoup cherché. D'ailleurs, c'est plutôt lui qui m'a vraiment draguée. Et c'est un grand joueur, donc c'était sur des regards, la façon de me toucher. Au départ, c'était vraiment anodin. C'était plus, il me soufflait dans le cou aussi quand il venait dans mon bureau. Voilà, il s'amusait à me souffler dans le cou alors qu'on n'était pas encore ensemble. Ah oui. Voilà. C'est une approche comme une autre, on adore. C'est une approche comme une autre, voilà, ou à passer sa main. Alors aujourd'hui, je me dis ça serait absolument plus entendable, mais voilà, moi à l'époque, ça faisait partie des choses qui m'ont séduite, mais je pense que c'est aussi parce qu'il me plaisait de une main qui frôle l'autre sur un ordinateur, des jambes qui se touchent en réunion sous une table, voilà, des choses comme ça. C'est ça qui a commencé à créer cette attirance et puis des regards un petit peu plus appuyés que celles qu'on peut avoir avec un collègue. Et voilà, l'évidence a fait que on a rapidement basculé sur autre chose, et en particulier au cours d'une soirée d'entreprise où mon cher Jean avait énormément bu et il a déclaré sa flamme devant toute l'entreprise. Voilà. Ah oui, c'est écoute, finalement, on est sur des démonstrations d'affection qui sont intenses et qui sont celles qu'elles sont. Voilà. Bon, alors du coup, effectivement, plus de doute dans l'entreprise, tout le monde est au courant, toi la première d'ailleurs. Voilà, moi la première, exactement. Et en fait, ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que dès le lendemain, déjà je l'ai raccompagné chez lui parce qu'il était incapable de conduire, et dès le lendemain, voilà, on s'est embrassés, et puis très vite, voilà, l'attirance physique était telle que on a très vite, voilà, on a très vite fait l'amour. Et là, il fallait gérer la relation avec nos conjoints respectifs, sachant que, ben voilà, moi j'étais toujours en couple, lui aussi, mais sa compagne était sur Lyon, donc c'était, comme nous sommes sur Paris, sa compagne était sur Lyon, donc c'est à distance finalement, ça a été plus simple pour lui de dire qu'il avait rencontré quelqu'un et que ça s'arrêtait là. Moi, c'était plus compliqué, en plus avec un conjoint très jaloux. Ça a été difficile, mais ça s'est fait, et Jean était très, très attentionné et très patient. Tu me disais il y a quelques instants que dans la relation avec ton ex, la sexualité était devenue très compliquée. Par expérience, en tant que sexologue, je sais que parfois c'est quelque chose qui peut bousculer les personnes dans la confiance qu'elles ont d'eux-mêmes en se disant « mince, est-ce que c'est pas moi le problème ?» Est-ce que toi, tu as ressenti ça?
Est-ce que le fait de retrouver cette intensité de relation avec Jean, ça a provoqué quelque chose chez toi? Je me suis pas dit que c'était moi le problème quand, il y avait cette baisse de désir pour 2 choses. La première, c'est que, comme mon ex était pas à l'écoute et qu'il avait un comportement, assez, autoritaire, on va dire ça comme ça, je me suis dit que le problème ne venait pas de moi, c'est le fait qu'il soit pas attentionné, qui me bloquait. Par contre, ce qui me gênait, c'était le fait qu'il me force. Et c'était, compliqué et douloureux, même physiquement. Est-ce qu'il n'écoutait pas ton nom? Oui, c'est ça, c'est exactement ça et alors il écoutait pas mon nom. Je pense que, alors je peux pas, aller, jusqu'au viol, dans le couple, je dirais pas ça quand même. Je faisais l'étoile quoi. Comme on dit, je faisais l'étoile de mer pour être, tranquille quoi. Voilà. Mais donc forcément, quand il y a pas de désir, ça peut être douloureux, surtout quand on a un homme très membré comme c'était le cas de mon ex, voilà. Ouais, donc vraiment quelque chose, une période, pas facile et je te remercie pour ce partage-là. Du coup, avec Jean, une fois l'ex violent viré, à juste titre, comment ça se passe? Au bout de la relation, la déclaration en plein after work qu'on adore, vous virez respectivement, les ex respectifs et ensuite, ça se passe comment? Ensuite, on se met très rapidement, ensemble puisque je prends un appartement pas très loin de chez lui et finalement je lui, ouvre les portes de mon appartement, de mes placards, de mon lit et il vient très rapidement, s'installer avec moi au bout de 2 mois, 2-3 mois où on était chacun, célibataires et tout se fait de façon, très naturelle, très fluide avec, une sexualité, qui grandit, on va dire, en même temps que le couple, hein, qui avec beaucoup d'attention, de discussion, d'ouverture sur les envies, de l'un et de l'autre. Ce qui me change beaucoup, par rapport à ce que j'avais vécu juste précédemment et un grand joueur, je vous le disais, Jean est plutôt un grand joueur et donc voilà, tout de suite proposer, mais on peut, acheter des jouets, des jeux, le faire dans un environnement différent de l'appartement puisque, bah, en plus moi j'aime pas trop ce côté, on fait l'amour le soir parce qu'on se couche, et je pense que par écho, c'est parce que c'est ce qui se passait aussi avec mon ex et donc c'était aussi cette volonté, d'avoir une sexualité vraiment différente, qui soit plus épanouissante et comme c'est quelqu'un qui est à l'écoute, voilà, quand je lui disais: «Mais moi j'ai pas envie que ce soit, tous les soirs dans le lit au moment où on se couche», bah, ça permettait de faire autre chose, de le faire différemment, dans d'autres endroits, à d'autres moments de la journée, oui, avec des accessoires, avec, des mises en scène particulières. Donc en fait, finalement, le jeu, le côté, spontané, il est venu en fait, c'est venu très rapidement, en fait. Ça veut dire que c'était déjà enfin, ça fait partie des bases de votre couple. Oui, C'est ça, ça fait partie des piliers de votre sexualité. Toi, tu viens de le dire, mais si j'ai bien compris, en fait, effectivement, ça t'a apporté une forme de vent nouveau par rapport à ce que tu avais connu avec, en horreur, ce lit conjugal qui te rappelait tous les rapports sexuels que tu avais subis et dont certains s'étaient mal passés, c'est ça? exactement. Et comment tu as vécu cette prise d'initiative de la part de Jean? C'est vrai que c'est pas anodin de mettre des sextoys dans sa vie sexuelle, surtout, je sais pas si ça faisait partie de tes habitudes. Tu comment par rapport à ça? Ça t'a plu? Alors oui et mais en fait, on les a choisis ensemble. On a fait le choix, ensemble. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé, avec sa mallette en me disant: «Tiens, je propose». Non, c'est plus que on se rend en fait, on aimait se raconter des histoires pour, voilà, en faisant l'amour avant, ou pendant. On aimait bien se raconter des histoires, en disant: «Tiens, imagine, il y a une 2e femme qui arrive ou un deuxième homme», et en fait, au fur et à mesure de se raconter des histoires, on se disait: «Mais faut l'instrumentaliser, en fait, ce voilà, je sais pas, ce deuxième homme qui arrive, bah, faut l'instrumentaliser». Donc c'est là où on a commencé à se dire: «Bah, on va acheter un god». Après, si c'est une femme qui arrive dans notre vie, ben, on a commencé à acheter ça s'appelle j'appelle ça des bouches suceuses, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Oui, je vois, oui. Voilà et en fait, c'est vraiment plutôt, ouais, instrumentaliser notre imaginaire et donc on est allé jusqu'à, commander une poupée gonflable, qui était, notre, bah, voilà, notre fantasme
d'un plan à trois, mais sans avoir envie de le partager avec quelqu'un d'autre vraiment physiquement. C'est vraiment nous, notre jeu à tous les deux, ça fait partie de notre sexualité, mais on n'avait pas envie d'y mettre une troisième personne réelle. Mais cette poupée qu'on a appelée Simone a enchanté nos ébats, voilà, parce que ça nous a permis de beaucoup nous amuser. En fait, on a une sexualité où on s'amuse beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est ce que je comprends en fait, c'est que effectivement le jeu dans votre sexualité, il est présent et il est central. Et alors la question, alors ça, on parle du début de relation, et donc forcément c'est tout feu, tout flamme. Comment ça s'est passé par la suite? Parce que 20 ans de relation, 20 ans de mariage, comment votre sexualité à tous les deux, elle a évolué? Si elle a évolué d'ailleurs. Oui, alors elle a évolué naturellement avec les grossesses. On a 2 enfants. Pas pour la première. La sexualité, c'est quelque chose de très important pour moi dans le couple. Enfin, je dis pour moi parce que je veux pas parler en son nom, mais je pense pour lui aussi. Quoique peut-être moins pour lui que pour moi, parce que la vie me fait dire que c'est plus moi, et j'aurai l'occasion peut-être de le dire. Mais c'est plus pour moi vraiment central. Je pense qu'un couple ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de sexualité. Et en fait, pendant ma grossesse, en fait, c'était génial parce que j'avais une libido, mais démultipliée à partir du 4e mois. Donc, c'était même encore plus fort pendant cette période-là, pour la première grossesse. Après, quand l'enfant est là, il y a un peu un stand-by quand même. Voilà, le temps que le corps aussi se remette de l'accouchement, de tout ce qu'il a pu vivre. Mais finalement, on a réussi à retrouver assez rapidement, mais une sexualité peut-être plus traditionnelle, je vais dire ça. Voilà, quand on a un enfant qui dort pas très loin, on veut pas faire de bruit, donc c'est plutôt le soir quand elle dort. On travaillait plus ensemble, donc il y a moins ces moments aussi excitants où on pouvait se retrouver entre deux réunions, ou voilà, là on travaille vraiment en plus très loin l'un de l'autre, donc on se retrouve seulement le soir. Donc on rentre dans quelque chose de plus routinier, j'ai envie de dire, avec moins de jeux, voilà. Simone est restée au placard. Simone est restée au placard après. C'est vrai parce qu'effectivement, la grossesse pour certaines femmes, effectivement, crée ce pic de libido parce que voilà, le fait de se sentir puissante, de ressentir la force vitale en elle. Donc tu faisais partie de cette catégorie de femmes, du coup, Emma. Voilà, exactement. Ok, donc une sexualité ensuite en postpartum qui devient un peu plus classique, qui est moins dans le jeu, on va dire. Enfin, classique, même s'il n'y a pas de classique en tant que tel, mais qui n'est pas dans vos codes habituels à vous deux. Tu as eu ta première fille à quel âge? À 32 ans. 32 ans. Donc, ça faisait finalement 4 ans que vous étiez ensemble avec Jean. Exactement, oui. Ok. Et ensuite, la deuxième fille, elle arrivait quand? Elle est arrivée 4 ans après. Ok. Et donc, du coup, durant ce laps de 4 ans, est-ce que Simone est revenue dans le game? Ou on est resté sur une sexualité dite entre guillemets classique? Simone est revenue après la deuxième. Voilà, pendant cette période-là, ce qu'on s'accordait, c'était des week-ends où on partait tous les deux, on allait à l'hôtel, et c'était voilà des week-ends purement consacrés au sexe, hein, pour être honnête. On allait au resto, etc. Mais c'était vraiment la chambre d'hôtel, et c'était comme voilà. Et puis je pense qu'on retrouvait ce jeu aussi de se faire des films dans la chambre d'hôtel, mais vraiment les jeux, on va dire au quotidien, dans notre lit, au sein de notre maison, c'est revenu après la deuxième. Donc on a eu quand même un laps de temps où on était, ça faisait moins partie, oui, du cœur du couple. Donc du coup, la deuxième grossesse se passe. Est-ce que pareil, tu as cette libido qui explose? Non, pas du tout, parce que je suis malade comme un chien pour la deuxième. Vraiment. Donc non, pas du tout. Ça n'explose pas. Donc ça revient vraiment, oui, quelques mois après la deuxième grossesse. Mais pas du tout le même scénario que pour la première. Et ça revient donc après la deuxième parce que on habite une maison plus grande, on a plus notre intimité aussi alors pour le coup dans notre chambre. Donc là je réinvestis le lit conjugal en lui donnant voilà une autre dimension et en introduisant Simone, si je puis me permettre, dans ce lit conjugal. Décidément, toujours là. Toujours là. Et puis moi, je suis à une période de ma vie où j'ai une grosse promotion professionnelle.
je prends un poste avec une plus grande responsabilité, je frôle la quarantaine, je me sens, je pense, au top de ma séduction à cette période-là et je me retrouve à être avec, un mari que j'aime, avec qui je suis, depuis, presque, 10 ans. Mais il y a plus cette flamme et cette attirance, physique qu'il y avait au départ. Et je lui mets un signal, un gros signal d'appel en disant: «Attention, warning, il se passe un truc». Ça, en fait, il passait tout son temps au travail et plus du tout, avec moi. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Oh! Mais est-ce que tu dates ça à partir du moment où tu as pris ta promotion, du coup? Oui, Tu penses que, et c'est intéressant parce que moi, j'écris énormément sur les couples et l'argent et le rapport au travail. Et est-ce que tu penses que le fait que tu sois promue et que tu aies une carrière, et ça, c'est venu toucher quelque chose chez lui, ou c'est venu inverser l'ordre du couple? C'est quoi le regard que tu poses a posteriori? a posteriori, c'est arrivé à un moment où moi j'ai eu une promotion et lui il s'est fait licencier. Donc en effet, ça a inversé ce que tu dis, hein, la relation de pouvoir aussi, dans le couple ou de représentation. En plus, j'ai un mari qui est plutôt, un peu «macho» entre guillemets, je le dis parce que c'est vrai, mais ça me dérange pas du tout, hein. Oui, je pense que, le fait que moi, tout d'un coup, voilà, je prenne un poste à responsabilité, que lui se retrouve dans un moment où, maintenant il est, un peu, au fond du trou et il se fait licencier et au lieu de m'écouter parce que je voulais l'aider, je voulais l'accompagner, il a fait le choix de prendre le premier autre poste qu'il a trouvé. Il a trouvé un poste à Lyon. Alors que vous étiez sur Paris? Voilà, D'accord. C'était sauver, entre guillemets, son identité masculine coûte que coûte, quoi. c'est ça, exactement. Sauf que toi, du coup, ce que tu me disais à l'instant, c'est que tu rencontres quelqu'un. Suite à son départ? Oui, dans le même temps. Vraiment, c'est, quasiment dans le même temps, quelqu'un qui, voilà, qui me fait comprendre que je lui plais, avec qui, je passe pas mal de temps et en fait, je lui fais comprendre, à Jean, je lui dis: «Attention, voilà, warning, il y a quelqu'un qui me tourne autour, on passe plus de temps ensemble, on fait de moins en moins l'amour, attention». Et il l'a pas écouté, il a été dans son truc, «Je viens de me faire licencier, il faut que je retrouve un job et je pars à Lyon». Et je lui ai dit: «Si tu pars à Lyon, c'est pas la peine de rentrer à la maison». Et il est parti à Lyon. Donc moi, j'ai vécu une relation, passionnelle avec, cet homme, que j'avais rencontré donc, quand j'avais 40 ans et avec une sexualité, très, très forte. Pour être honnête, je pense que je n'ai jamais connu ça avant. Voilà, même avec, mon mari. Et une alchimie physique et une attirance physique, que je n'avais jamais connue avant. Voilà, ça a été, passionnel, donc court, passionnel, destructeur, vraiment. Et oui, j'ai été complètement détruite par cette relation et en fait, mon mari m'attendait. Il m'a attendue pendant plusieurs années parce que ça a duré, 3 ans. Et il était au courant? Il voyait? Ah Est-ce oui, oui, qu'il je lui ai dit tout de suite. Je Ah, lui ai tu dit l'as dit tout de tout de suite. suite? Ah oui, oui, je lui ai dit tout de suite. C'est-à-dire que dès le début où il y a eu la relation avec cette personne, tu lui as dit: «Jean, il y a un problème, regarde», et il a réagi? Il t'a dit quoi à ce moment-là? Parce que si ça dure 3 ans, c'est long, 3 ans. Ouais, c'est long, 3 ans, mais non, il a pas réagi et il a pris son poste à Lyon, et je lui ai dit: «Mais en fait, tu me laisses dans les bras de l'autre». Enfin, c'était vraiment, là, le fait de me laisser alors que je te dis: «Ne pars pas à Lyon parce que c'est la fin de notre couple et attention parce qu'il y a quelqu'un qui me tourne autour et qui m'attire. Si tu pars, c'est voilà, c'est fini». Bah, il est parti donc je lui ai dit: «OK, bah, tu pars, moi je reste» et je reste et je succombe, aux appels, aux appels de la sirène, quoi, hein. Et c'était une relation, toxique? C'était un homme méchant? C'était parce que tu as dit que c'était une relation douloureuse, Ouais, mais c'était un homme toxique, en fait. Oui, je suis tombée sur un pervers narcissique comme, je pense, malheureusement beaucoup de femmes. Donc avec les 6 premiers mois merveilleux où là, j'ai cru que c'était l'homme de ma vie, mais vraiment. Je me suis dit: «Mais où était-il pendant toutes ces années?» Finalement, mon mari avec qui je pensais que c'était merveilleux, je me suis trompée pendant des années et en fait pas du tout, je me suis pas du tout trompée. ouais. Bah, effectivement, les pervers narcissiques, généralement, il y a la phase de lune de miel où, tout est beau, tout est simple, tout est facile, ils montrent vraiment la meilleure version, et puis petit à petit, la personne referme son piège, sur soi,
Et en fait, on se retrouve piégé, englué dans ce type de relation. Oui, complètement. C'est pas facile d'en sortir parce qu'en plus de toi, tu étais et tu es encore mariée. Tu es en train de sombrer, j'imagine, dans cette relation qui te dépasse, ce qui est le propre des relations avec pervers narcissiques. 3 ans, c'est long. Comment tu arrives à tout gérer, en fait? Tes enfants, cette relation, Jean, le travail? Je ne sais pas comment j'ai réussi à tout gérer, puisqu'en plus c'était une période où, niveau professionnel, voilà, j'étais vraiment en ascension. J'ai réussi à tout gérer, même mes enfants, parce que quand on en parle encore aujourd'hui, il y a pas de traumatisme, il y a pas de souvenir, douloureux de cette période. Je sais pas. Je sais pas comment j'ai géré. Peut-être justement parce que, Jean était toujours présent. Ouais, c'était ton repère, en fait, c'était ton Voilà, pilier. c'est mon pilier et il m'a jamais, jamais lâchée. Même si pendant 3 ans, il a eu, des conquêtes, il a fait sa vie et il a eu raison, hein. Mais donc, du coup, vous étiez d'accord pour ouvrir le couple ou c'était... Ah non, on était séparés, en fait, on était, sur le point de divorcer. On s'est séparés pendant 3 ans. OK. Et lui, il a été là, à te soutenir. Vous gardiez un lien? Il voyait vos enfants? Ça se passait comment? Et oui, oui, il avait les enfants, un week-end sur 2. On gardait un lien très fort. Oui, c'est ça, c'était mon pilier, on fêtait Noël ensemble, on a fêté les Noëls ensemble, il a toujours, toujours été présent. Et quand j'ai vraiment commencé à sombrer, il a été là. Et je pense que oui, c'est en grande partie grâce à lui que je m'en suis sortie. Et du coup, alors, comment tu t'en sors de cette relation? Aujourd'hui, alors ça fait, longtemps maintenant, ça fait, oui 8 ans au moins. Bah, très bien, puisqu'en fait, Jean m'a attendue, il m'a soutenue et je me suis rendu compte aussi que c'était ça véritablement l'amour et pas ce que j'avais cru. Et donc ça a eu aussi un impact sur, notre sexualité puisqu'en fait, alors j'ai eu du mal à refaire l'amour, avec Jean parce que c'était tellement fort avec l'autre personne que très honnêtement, au début, j'avais pas de désir, spécifique, pour Jean, mais j'avais de l'amour. Je me voyais pas vivre sans lui. Voilà, j'avais un amour débordant, mais la sexualité, c'était plus compliqué. J'avais vraiment du mal parce que j'avais pas cette attirance physique que j'avais pu avoir pendant 2-3 ans avec l'autre personne. Donc ça m'avait perturbée en me disant: «Mais est-ce que je vais réussir à retrouver autant d'attirance, autant, alors que c'est lui l'homme de ma vie, c'est sûr, je peux pas vivre avec quelqu'un d'autre». C'est une évidence, en fait. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, tu mets la lumière sur un point que j'entends très souvent en consultation, c'est la dichotomie parfois entre l'amour et le désir qu'on ressent, en fait. Et c'est difficile et parce qu'en fait, tout le monde, s'imagine que vivre en couple, c'est un long fleuve tranquille alors qu'en fait non et tu vois, ton témoignage et notre échange en est la preuve vivante. C'est qu'en fait, c'est des aléas, c'est des détours, des marches arrière, enfin c'est ouais, c'est pas facile en fait d'associer les 2. Non, complètement. Parce qu'en fait, je trouve qu'on peut avoir du désir et une attirance physique pour, quelqu'un d'autre et comme je peux concevoir que Jean peut avoir de l'attirance physique pour une autre femme et en effet, l'amour, c'est différent. Pour autant, l'un comme l'autre, on ne se verrait pas vivre avec quelqu'un d'autre. Du coup, avec Jean, vous vous remettez ensemble. La sexualité revient petit à petit. Vous réhabitez ensemble? Oui, on réhabite ensemble, pareil au bout de quelques mois, on revit ensemble et alors c'est drôle parce que je m'en étais jamais rendu compte et c'est en échangeant là qu'on a recommencé en fait à être bien ensemble parce qu'on se cachait des enfants au départ parce qu'on voulait être sûr de nous. On se disait faut pas faire un aller-retour, faut pas qu'elle souffre de papa et maman reviennent ensemble et 3 mois après se reséparent. Donc en fait, on voulait être sûr qu'on revenait vraiment ensemble parce qu'on s'aimait pour les bonnes raisons, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de jeux. Et là, on se cachait pas de notre environnement professionnel. Là, on se cachait de nos filles. Donc, ils venaient en cachette. On se retrouvait, pareil à l'hôtel. Et ça a recréé ce jeu, je pense, qui est le fondement aussi de notre couple. On a retrouvé, voilà, les mains qu'on se donne sous la table alors qu'on est dans un repas avec nos filles et on se passe la main sous la table pour pas qu'elles le voient. Voilà, on a retrouvé tout ça. Et en fait, le désir est revenu comme ça. Ça faisait partie des piliers de votre, des fondations de votre relation. Et en fait, alors à l'époque, c'était les collègues, désormais, c'était, enfin, à ce moment-là, c'était vos filles. Mais finalement, en fait, vous êtes remis dans cette dynamique qui vous a séduit et qui a fait la solidité de votre couple, en fait.
exactement. Et donc aujourd'hui, on est revenu sur la sexualité de nos débuts, avec des jeux, avec des jouets, avec on part un week-end, on prend un hôtel, et puis voilà. Et puis la vie fait que il y a d'autres pépins qui arrivent. Moi, je suis tombée malade il y a 2 ans maintenant, un cancer du sein. Et là, on rentre dans une phase qui est différente parce que là, en plus, ça touche la maladie, la peur de la mort, la peur de perdre l'autre. Et puis au-delà de ça, le physique, parce que le sein, les seins, c'est... En plus, dans notre couple, le sein, ça a une vraie connotation sexuelle, au point où quand j'ai eu ma première fille, j'ai pas voulu allaiter, parce que pour moi, le sein, c'est réservé à la sexualité. Le fait d'avoir un cancer du sein, ça, et puis d'avoir l'ablation d'un sein, ça a vraiment bousculé et traumatisé mon identité de femme. Et sexuellement, il y a eu un arrêt direct, mais direct, de notre sexualité. Alors déjà, pendant les traitements, parce que c'est très lourd et que j'ai été très malade. Et après, parce que je suis plus la même femme, j'ai plus les mêmes seins. J'ai plus, alors pas le même désir, mais la même façon, je pense, de le manifester. Et puis après, il y a plein de choses qui arrivent avec les traitements, la sécheresse vaginale, voilà, c'est des choses qui entravent quand même la sexualité. Et voilà, et qui sont pesants. Donc là, on commence depuis quelques mois, depuis que je vais mieux, à remettre du jeu. Voilà, on a repéré que c'était ça qui était au cœur de notre sexualité, et on commence à remettre du jeu et à dire voilà, je mets une perruque, comme j'ai quasiment plus de cheveux, je mets une perruque, donc je peux être une femme blonde platine, je peux être une femme avec un turban, je peux être on a trouvé ce moyen pour retrouver une sexualité, mais qui est pas du tout celle qu'on a connue. On sent qu'il y a eu quand même un arrêt. C'est fou parce que c'est vrai que le cancer, et qui plus est le cancer du sein, ça a une portée symbolique très forte, puisque dans toutes les cultures, telles qu'elles soient, le sein est par essence même le symbole de la maternité, de la féminité, et encore plus chez toi, d'après ce que tu me dis, effectivement, Emma, où ce sein, il a toujours été préservé de toute obligation maternelle et est destiné et voué uniquement à une destinée érotique. Après, du coup, juste une question. Est-ce que du coup, au niveau de ce sein, tu as eu une reconstruction, tu as fait un tatouage, tu as décidé de le laisser comme tel par rapport au sein? Comment tu en es? Alors, il est reconstruit, donc avec une prothèse. Donc, il a la forme d'un sein. Il est beaucoup plus petit que l'autre. Alors, oui, ça aussi, j'avais une poitrine magnifique, je peux le dire maintenant. Mais voilà, c'est vrai que ça faisait partie de mes atouts. J'avais vraiment de très beaux seins. Donc ça aussi, ça a été dur, de me regarder et de me dire, tu les as plus, tes beaux seins. Donc j'ai une prothèse, mais d'un sein beaucoup plus petit, et un tatouage pour reconstruire, donner l'impression d'avoir un téton. Là, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà. Oui, voilà, effectivement. Un tatouage, pas un tatouage du téton, hein, un tatouage comme il y a le collectif Sœurs d'encre qui vient faire autour des cicatrices, etc. C'est un tatouage vraiment chirurgical. Ah, c'est un tatouage chirurgical. Okay. Oui, qui reproduit vraiment l'aréole. Vraiment. C'est-à-dire que de loin, on a l'impression que j'en ai une. C'est un tatouage en 3D, c'est impressionnant, c'est super bien fait. Ouais, ils sont très forts là-dessus. Ils sont vraiment très forts. Et il y a effectivement, en plus de ça, il y a de plus en plus de tatoueurs qui se spécialisent dans le dessin, en fait, de la forme du téton. Mais alors, du coup, effectivement, le jeu est revenu et c'est fou quand même. Enfin, je suis impressionnée et je dois dire bluffée par cette force que tu as eue de se dire, OK, j'ai pas de cheveux, pas de problème. On va rentrer dans l'idée du jeu et je vais pouvoir être un nouveau personnage à chaque fois. Enfin, c'est impressionnant, c'est bluffant. Je sais pas si c'est bluffant, je pense que c'est vraiment parce que, encore une fois, la sexualité est très importante pour moi, au point où je pense que si j'avais pas de sexualité dans mon couple ou dans ma vie, de façon générale, je perdrais vraiment en estime de moi. Je sais pas d'où ça vient, je vais pas faire de psychanalyse là, mais en tout cas, voilà, ça fait partie de mon image de femme, de mon estime de moi, de mon bien-être aussi, voilà. Et c'est vraiment important. C'est pour ça aussi que j'ai accepté très facilement de partager mon expérience autour de ça, parce que pour moi, la sexualité, c'est un vrai sujet central, en fait. Finalement, j'ai envie de te dire, à toutes les étapes de ta vie,
puisque cette sexualité-là, elle a toujours été là, en fait. Elle n'est jamais partie, ou en tout cas, elle a été transformée, mise en pause, mais elle n'est jamais partie en tant que telle. Et ça tombe bien que tu en parles, parce qu'effectivement, j'allais te poser la question, vu que tu l'as mentionné un peu plus tôt tout à l'heure, en disant que cette sexualité-là, elle était centrale chez toi. Ouais. Comment ça va aujourd'hui, avant que je te pose ma question finale du podcast? Comment tu en es dans ta sexualité? Tu me l'as dit lors de la préparation, mais je le répète, hein, effectivement, tu as 50 ans. On a découvert la maladie il y a 2 ans. Comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens, Emma, dans ta sexualité, avant que je te pose la question signature? J'ai une sexualité qui revient, qui n'est pas encore celle que je souhaiterais. Parce que finalement, je me rends compte aussi, et c'est un petit peu le sujet central au-delà de la maladie, c'est quand ça fait 20 ans, même si voilà, on a eu des écarts, mais quand ça fait 20 ans qu'on est avec le même homme, qui a ce contexte, voilà, des enfants, de la vie professionnelle, des soucis autres, hein, en fait, c'est comment tuer cette routine. Et moi, je suis très vigilante à mettre des alertes, vraiment, et à dire attention, parce que la sexualité, pour moi, c'est vraiment un indicateur dans le couple. Et donc, dès que ça chavire un peu, voilà, ça fait partie des warnings que je peux mettre. Et là, en ce moment, je suis en train d'organiser des petits week-ends à l'hôtel et de dire attention, il faut pas qu'on retombe. Et puis attention, je suis pas achetée à la poubelle aussi. Il y a ce côté-là. Parce que quand on approche 50 ans, on n'a plus le même corps, forcément qu'à 30 ans. Qu'en plus, après une ablation du sein, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Mais pour autant, j'ai toujours autant de désirs, je suis toujours une femme. Ouais, il y a beaucoup de choses autour de la femme de 50 ans, mais ça pourrait être un autre sujet, l'approche de la ménopause, etc. Et donc, voilà, c'est rappeler que, non, je suis toujours une femme, j'ai toujours des envies et je reste en alerte, quoi. Mais tu sais que je suis tellement d'accord avec toi. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression que, tu vois, on voit alors c'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo, mais qu'on voit la sexualité comme étant une courbe descendante lente, tu sais. Ouais. Comme si à 20 ans, on était au pic de notre potentiel érotique et qu'en fait, plus le temps passait, alors qu'en fait, c'est totalement faux. La sexualité est à l'image de la vie et moi, en consultation, j'ai des personnes qui vont de 23 ans à 55 ans. Et il y a des personnes, et tu vois, tu l'as dit à un moment donné durant l'épisode, à 40 ans, tu étais au top de ta sexualité, tu étais au top de ta carrière, tu étais au top de ta libido. C'est pas une longue chute douloureuse et latente. Non, mais je veux dire, c'est important aussi parce que oui, il y a la ménopause, certes, il y a des effets qui sont biologiques, c'est-à-dire effectivement une sécheresse vaginale un peu plus, une muqueuse qui est un peu moins souple, mais bon, il y a plus le poids de la contraception. Et puis après, ça dépend aussi à chacune des femmes, c'est-à-dire que pour certaines femmes, le fait de ne plus pouvoir enfanter, même si c'est dans la dimension psychologique, c'est quelque chose qui va énormément les toucher. Et pour d'autres, au contraire, c'est une libération. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. Ce qui compte, c'est et effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas qu'on a 50 ans, qu'on est vieille, quoi. Et qu'on n'a plus le droit de sexualité. Et même à 80 ans, enfin, heureusement que le sexe est là et il faut le réinventer et essayer d'autres choses pour s'adapter aux contraintes techniques. Non, mais voilà, tu vois, c'est découvrir plus le clitoris ou mettre un peu plus de lubrifiant. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses aussi sympas, quoi. C'était mon coup de gueule contre ce jeunisme sexuel ambiant qui m'énerve. Merci. Je t'en prie. On arrive à la question de fin. Donc, tu le sais, ici, on est sur Basium. Basium, ça veut dire embrasser en latin. Mais avec Diane, qui est ma consoeur sexologue, Basium, nous, quand on a pensé le podcast, ça nous évoque les bases, la simplicité et les fondamentaux. Et donc, du coup, je voulais savoir pour toi, c'est quoi désormais la base de ta sexualité, même si j'ai un petit doute? Le jeu et puis l'amour. J'ai envie de dire l'amour. Le jeu et l'amour. Eh bien, écoute, Emma, on va terminer là-dessus. Merci 1000 fois pour ta présence, pour ce partage, pour cette vie riche et intense que tu as vécue. On était, moi et mon ego maléfique. Je suis persuadée que les personnes qui vont nous écouter vont être aussi scotchées, bercées, enfin pas bercées, mais en tout cas à l'affût de la moindre de tes mots. Merci pour ce moment. Je te remercie pour ton partage, pour tout ce que tu nous as dit. C'est riche d'enseignements et je te souhaite une très belle continuation, toujours à base de jeu. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, c'est Diane et c'est l'heure du point B.
Le point B, c'est le point basium. C'est celle de nous deux qui n'a pas fait l'interview, qui va écouter, faire un petit pas en arrière et apporter sa vision sexologique arborée de quelques conseils. À tout de suite! Le jeu et l'amour. Ce sont les deux bases de la sexualité d'Emma. Je me permettrai aussi d'ajouter la notion d'adaptation et de résilience. Je rappelle très souvent en consultation la notion de fluctuation du désir, la notion d'évolution, la notion de changement. Ça peut paraître tellement théorique quand on évoque les points de type grossesse, postpartum, relations longues, rupture, traumatisme, accident, maladie. C'est normal que le désir fluctue. Sauf qu'en fait, quand on est dans la vraie vie, que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça donne l'histoire d'Emma. L'histoire d'Emma, c'est vraiment l'illustration parfaite de cette notion de changement et de fluctuation. Tout au long de sa vie, sa sexualité a énormément changé, elle a énormément évolué et elle est même devenue un indicateur de bien-être du couple et du bien-être personnel. Attention cependant au sexe comme baromètre émotionnel. Si chez certaines personnes, la sexualité est un indicateur, il ne doit pas l'être systématiquement et chez tout le monde. L'idéal, ce serait vraiment aussi de l'équilibrer avec d'autres piliers du couple. Je fais écho notamment au fameux PAX qu'utilise beaucoup Margot. Partage de moments, de valeurs, de projets, admiration de l'autre, de soi, des corps, du sien et de celui de l'autre. Communication, pas uniquement les discussions, mais une vraie communication, une écoute, un canal ouvert et capable d'accueillir ce que l'autre dit. On le voit ici, lorsqu'elle met en place les fameuses alertes, elles ne sont pas toujours prises en compte. Et finalement, le S de Pax, sexualité, qui, je le rappelle, n'est pas forcément synonyme de génitalité. Si l'on estime que la sexualité est l'indicateur majeur du bien-être du couple, alors comment se sentir à l'aise alors qu'elle est mise à mal par un événement inattendu ? C'est le moment où j'utilise une de mes expressions de grand-mère, c'est un des trucs que j'aime bien. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. À certains moments de la vie, la sexualité va être down. Le bien-être du couple dépend de la solidité des autres piliers. Ce sont eux qui peuvent prendre le relais. Et c'est la même chose pour tous les piliers. Le partage, l'admiration et la communication. Réfléchir et penser son rapport à la sexualité permet aussi de l'utiliser comme outil. Certaines personnes vont travailler sur leur bien-être individuel et sur le contexte afin de faire en sorte que leur sexualité suive et soit de plus en plus épanouie. D'autres, comme Emma, vont se baser sur leur sexualité, qui, elle, est une force, afin d'impacter leur bien-être individuel et de couple. C'est l'inverse. Et ça, c'est vraiment une dynamique qui est propre à chacun ou à chacune. Dans le cadre d'Emma, dans la dynamique d'Emma, elle a trouvé ses outils. Son joker, sa puissance de frappe, qui est le jeu. On le voit bien avec la fameuse Simone, les jeux de rôle qu'elle a continué de mettre en place avec les perruques lors de la maladie, mais aussi les week-ends, les cachotteries auprès des collègues et puis des enfants. J'ai dit ces outils au pluriel parce qu'il y en a deux autres. L'amour et la féminité. On sent bien durant l'échange que son identité de femme est très forte. Elle est très présente, quel que soit son âge et sa situation. Je pose souvent cette question en consultation. C'est quoi être une femme pour vous ? Et en général, les réponses se découpent en deux parties. C'est dur et oppressant ou c'est très puissant et très agréable. Ici, on note vraiment que Emma, elle est consciente de son pouvoir de femme, qu'elle est très à l'aise avec cette notion et c'est assez inspirant. Donc voilà comment je résumerai ce que cet échange nous a appris. Conseil numéro 1, le désir fluctue en permanence. Travailler le changement et la résilience, c'est être capable de s'adapter sur le long terme. Conseil numéro 2, répartir le poids du couple sur les différents piliers pour protéger l'équilibre global. Conseil numéro 3, penser son rapport à la sexualité. Conseil numéro 4, penser et travailler son identité de femme, son rapport au monde, au couple et à soi en tant que tel. Et conseil numéro 5, trouver son outil, sa baguette magique, son anneau, sa carte joker, sa zone de génie sexuel et l'utiliser comme moteur. PS. En ce qui concerne les pervers narcissiques ou les personnes contrôlantes, comme un des partenaires d'Emma, que vous soyez actuellement en couple ou en post-rupture,
je ne peux que vous conseiller la BD de Sophie Lambda qui s'appelle « Et tant pis pour l'amour ». Elle fait énormément de bien. Le point B, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. J'en profite pour remercier encore Emma et ce superbe témoignage. N'hésitez surtout pas à nous donner votre avis dans les commentaires ou les MP sur Instagram, basium.podcast et surtout, prenez grand soin de vous. Notre épisode touche à sa fin. Et que dire si ce n'est merci. Merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous en sommes sûrs, on va continuer de faire bouger les lignes vers une sexualité libre et apaisée. Tout ce contenu est gratuit et pourra le rester grâce à vous. Donc pour nous soutenir, pensez à noter cet épisode sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et à laisser des commentaires et surtout à le partager. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles conversations croisées.